C'est bon? On y va. Ok. Bah, bienvenue à tous. On va parler de comment implémenter de recherche avancée sur une application Java qui tourne. Alors là, je suis développeur chez Elastic depuis 3 ans maintenant, quasiment 3 ans. Et ce talk est basé sur mon expérience lorsque je travaillais pour la douane française. J'avais eu cette problématique, comment je peux rajouter Elasticsearch sur une application Java qui tourne. Alors là, aujourd'hui, le use case qu'on va couvrir, ce n'est pas des données qui viennent de la douane, c'est juste des données marketing. On collecte des informations à propos d'individus. On a des informations du style l'adresse, le nom, la date de naissance, quelques métriques qui sont combien de fois mon utilisateur a cliqué sur tel bouton dans mon application iPhone, mobile, pardon. Et on a déjà une application qui tourne qui utilise du SQL classique. Et on voudrait, et pour ça on a besoin d'utiliser un moteur de recherche. Alors l'application qui est à notre disposition, aujourd'hui elle tourne donc avec une base de données MySQL là, sur mon poste. J'ai une application qui tourne, alors non pas avec Tomcat, maintenant j'utilise RESTX pour la démo, je devrais changer le logo. Et j'ai une interface web qui est développée en AngularJS. Alors, j'ai pas choisi de coder une vieille application avec des JSP et tout ça. Le propos n'est pas sur le front, le propos est sur le back. Donc, je suis quand même resté simple. Au niveau du modèle, on a en fait à notre disposition des bins classiquement. Donc, on a des bins qui représentent un objet qui s'appelle personne. Cet objet-là contient différents attributs, donc le nom, date de naissance, etc. On a son adresse qui est structurée dans un autre bin, et puis les coordonnées géographiques, latitude, longitude qui sont ici, et des compteurs marqués, nos compteurs centres d'intérêt. Au niveau de la base de données relationnelle, c'est très équivalent. Hein. On a une table pour l'objet personne, une jointure avec une table adresse et puis une jointure avec la table marketing. Rien de très très folichon là-dedans. Donc je vais vous montrer ce qu'on a aujourd'hui. Donc j'ai mon application qui tourne dans mon IntelliJ ici. Le zoom est un peu bizarre ici. Et donc mon application tourne, et si je regarde à quoi ça ressemble, donc là j'ai une base de données qui pour l'instant est vide, j'ai aucun résultat. Je vais l'initialiser en injectant 10 000 nouvelles personnes, donc c'est des personnes qui vont être générées aléatoirement, et ce qui va me permettre d'avoir une fonctionnalité de recherche assez classique. Donc vous voyez, là je vois mes documents qui arrivent. Donc je peux chercher sur certains champs, je peux chercher par exemple sur le nom de famille. Voilà, là j'ai des Joe. Je peux chercher sur le pays, France, voilà. Et puis la ville, Nantes. Ok. Donc ça fonctionne, ça me donne mes résultats, voilà. J'ai mes résultats qui sont présents. J'ai aussi un moteur de recherche avancé avec plusieurs critères, donc je peux choisir spécifiquement que je cherche dans le champ name. Donc ici je vois les Joe, en Allemagne et à Bonn. Ok. Donc ça c'est ce que j'ai. Si on regarde au niveau du code comment c'est fait, je vais essayer de zoomer un petit peu là-dessus. On a je vais regarder dans le DAO d'abord. J'ai une méthode qui s'appelle ici, voilà, Find Like Google. Voilà. Donc cette méthode-là reçoit de l'interface la query, ce que veut faire mon utilisateur. J'ai mis de la pagination, mais bon, je ne m'en sers pas vraiment ici. Je génère un critère Hibernate sur mon entité personne. Et puis, je définis à partir de quelle page je veux voir, la taille de la page, et puis je liste les résultats. Alors, comment je génère la query ? C'est simplement un like %, en fonction de ce que l'utilisateur a passé. Je fais une jointure sur ma table adresse, et donc je vais chercher soit dans le champ name de mon objet personne, soit dans ma table adresse dans le champ country ou dans le champ city, avec ce like %. Assez simple. Au niveau de la recherche avancée, c'est quasiment le même principe.
je définis ici des critères et je dis si j'ai quelque chose. Alors je reçois de mon interface le champ name, le champ country ou le champ city, c'était les 3 text box que j'avais tout à l'heure. Si j'ai quelque chose dans name, à ce moment-là, je vais chercher dans le champ name avec un like % comme tout à l'heure. Pareil, si j'ai quelque chose dans country et dans city, et puis j'affiche le résultat. Donc ça, c'est ce qu'on a. Ah oui, j'ai oublié de montrer ce slide. Si vous voulez refaire la même chose chez vous, vous pourrez. Vous avez juste à cloner le repository et à suivre les instructions qu'il y a, et puis à lancer l'application. Je remontrerai ce slide plus tard. Alors, disons qu'on a maintenant un Elasticsearch qui tourne. Pour des raisons évidentes, j'ai choisi Elasticsearch comme moteur de recherche. J'aimerais bien essayer de connecter mon application et ma base de données à cet Elasticsearch. Alors comment je peux faire? J'ai plusieurs stratégies possibles. Je peux dire, je vais utiliser un ETL. Et un ETL, basiquement, qu'est-ce que ça va faire? Ça va lire, extraire les données depuis une source, ici une base de données MySQL. Ça va les transformer, typiquement en JSON, et puis ça va les envoyer vers Elasticsearch, donc ETL. Vous pouvez utiliser MulESB ou Talend, par exemple, pour ça, et ça fera le job. Alors, une des difficultés qu'on a avec ce type de pratique, c'est que l'ETL, en fait, il va faire du polling. Il va faire du polling toutes les X minutes, il va aller voir s'il y a quelque chose à récupérer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est loin du temps réel. Mon utilisateur, il met à jour une donnée dans mon application métier, donc dans la base de données relationnelle. 5 minutes plus tard, il sera capable de la chercher, au mieux, mais pas avant. Donc ça peut être problématique pour certains use cases. Et puis, si on imagine qu'on a un modèle de données qui est très très complexe avec des collections de documents, l'appel SQL que vous allez faire avec un ETL, il va devenir de plus en plus complexe. Et vous allez pas mal charger votre base de données d'ailleurs pour faire ça. Un autre problème qu'on va avoir, c'est comment on gère les updates. Les updates en SQL sont plutôt partiels dans une table et ce n'est pas au niveau de toute l'entité qu'on met à jour. Donc comment on va devoir gérer ça? Comment je gère des deletes? Si je fais tourner mon ETL 5 minutes plus tard et que je ne ramène pas quelque chose, comment je sais que je dois effacer quelque chose que je n'ai pas ramené? Ça devient très compliqué, il faut que j'ajoute soit une autre table de gestion, ou soit que j'utilise des triggers, par exemple. Ça peut être une solution, mais bon, ça devient très compliqué. La solution que je préconise, si vous avez la possibilité de le faire, c'est de faire ça dans l'application client. Si vous avez la possibilité de la modifier, faites-le. Alors comment on peut faire? Imaginons que vous ayez un bin qui est en mémoire à un moment dans votre web app. Plutôt que de relire la base de données plus tard, sérialisez directement le bin en JSON et poussez-le vers Elasticsearch dans la même transaction, en fait, et vous aurez fait le travail. Et pareil, si vous voulez mettre à jour ou effacer, votre application métier est au courant qu'on est en train d'effacer quelque chose, vous avez juste un ordre à envoyer à Elasticsearch pour dire effacer la donnée. Avant de faire ça et de vous montrer concrètement comment on peut faire, je voudrais vous parler un petit peu de l'aspect document design dans le monde des bases de données NoSQL orientées documents. Une première approche, quand on vient du monde relationnel, serait de dire j'ai une table, je vais faire un objet JSON qui correspond à chacune des tables. Et donc ensuite, si j'ai besoin de faire une recherche sur une personne qui habite en France, par exemple, il va falloir d'abord que je fasse une première requête là-dessus, puis après que je fasse ma jointure sur les ID qu'il y a ici. En gros, il va falloir que je fasse du join. Ça va devenir un petit peu complexe. Ce n'est pas la bonne approche. Une meilleure approche, c'est de dire, en fait, tout ça, c'est un objet, et je vais fabriquer un objet qui représente mon entité de façon entière. Et c'est pas grave si je duplique de la donnée. Dans le monde du moteur de recherche, on se fiche complètement de dupliquer de la donnée. Ce qu'on veut, c'est être efficace et être rapide. Typiquement, si je cherche un individu qui habite en France, à partir du moment où j'ai stocké le fait que France fait partie de mon individu, c'est très facile de rechercher l'information de façon efficace. Donc je vous recommande de faire ça. Alors, on va passer par un certain nombre d'étapes. Ça, c'est des étapes, vous verrez, sur mon GitHub, il y a tout un tas de branches. Si vous voulez les refaire, vous pourrez voir les différences qu'il y a entre chaque étape. Et on va voir si c'est assez simple, en fait, de coder cet ajout d'Elasticsearch dans notre projet. Donc,
je vais prendre mon pom.xml ici, donc on fait du Java pour ma part. Je vais donc rajouter la bibliothèque Elasticsearch. Alors vous allez voir, je vais utiliser beaucoup de raccourcis pour coder plus vite. Hein. Je triche un peu, évidemment. Donc je rajoute Elasticsearch, c'est juste un jar à rajouter. Et là, je vais avoir besoin de modifier, je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, la méthode dans ma couche service. J'ai une méthode save en fait qui me permet de persister une entité dans la base de données relationnelle. Ben, en fait, ce que je veux juste faire ici, c'est de dire, je vais me créer un Elasticsearch DAO et je vais faire une méthode qui va s'appeler save et je vais aussi persister mon objet personne dans Elasticsearch. Donc il faut que je crée ce champ. Ça va être un final Elasticsearch DAO qu'il faut que je crée évidemment. DAO. Oups, pardon. Pourquoi il m'a sorti ça? Ok. Il faut que je crée cette classe. Je vais la mettre dans un package DAO. Très bien. Ok. Alors j'utilise RESTX. Et comme j'utilise RESTX, je vais annoter cette classe comme étant un composant RESTX. Component, voilà. Il faut évidemment que je l'insère ici, que je l'injecte. Donc j'ai besoin de l'injecter en Elasticsearch DAO. Et je vais l'injecter ici. 10.elasticsearch DAO égale, hop, je le récupère ici. Donc lui, il est récupéré. Il faut que j'implémente cette méthode save. Donc je la crée. OK. Alors, de quoi ai-je besoin pour dialoguer avec Elasticsearch? Pardon. Je vais avoir besoin, dans un premier temps, d'accéder à un client Elasticsearch. Alors, pour ça, je vais créer ici un client Java qui vient de la librairie que j'ai ajoutée à mon POM tout à l'heure. Voilà, mon client. C'est un org Elasticsearch client. Voilà. Il va falloir évidemment que je le construise. Ok. Alors comment je construis un client? J'ai différentes façons, mais la façon la plus idéale, je dirais en Java, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un transport client. Ce transport client, il peut recevoir des settings, mais là j'en ai pas besoin. Mais j'ai surtout besoin de lui donner l'adresse où tourne mon cluster, en fait, sur quelle adresse IP il est et sur quel port. Donc pour ça, je vais utiliser un new. Ça c'est un peu verbeux, mais bon. Une fois qu'on a lu la doc, c'est bon, ça se fait. Je ne le connais pas par cœur, hein, je vous rassure, à chaque fois je suis obligé de relire la doc. Donc ça c'est l'adresse IP, quel port? Par défaut, Elasticsearch va écouter sur le port 9300 pour tout ce qui est communication Java. C'est le port de sérialisation Java. Ok, j'ai un client. Je vais aussi avoir besoin de transformer mes bins Java en documents JSON. Elasticsearch parle JSON, donc il va falloir que je sérialise mes documents en JSON. Donc pour ça, je vais utiliser la bibliothèque qui s'appelle Jackson. Il se trouve qu'elle est déjà fournie au niveau de RESTX, donc je vais utiliser celle qu'ils ont fournie eux. Ici, et comme ils la fournissent, je vais pouvoir l'injecter ici. Il me faut un object mapper, c'est ça. Mapper, et puis ici, je l'injecte. Il faut peut-être que je zoome un peu ça, sinon vous n'avez pas très bien. Ok. Égal mapper. Ok. Alors qu'est-ce que je dois faire dans ma méthode save? Ben, je vais utiliser mon mapper, et puis en fait, je vais écrire mon objet personne en tant que soit tableau de bytes ou soit des chaînes de caractères. Chez Elasticsearch, on supporte les deux. Le plus efficace, c'est les tableaux de bytes, donc je vais prendre ça. Donc je lui dis, vas-y, sérialise-moi ça. Je peux avoir éventuellement une exception. Je vais simplifier ça. Et ça me donne un tableau de bytes. Qu'est-ce que je dois faire au niveau Elasticsearch? Ben, maintenant que j'ai mon tableau de bytes qui représente mon objet personne, ben, je vais faire une opération d'indexation. New index request. Donc je lui crée une requête d'indexation. Je dois lui préciser dans quel index je veux ranger
mon objet, ici ça va être l'index qui s'appelle personne, quel est le type de mon document, donc les documents sont typés chez nous, et quelle est la référence, quel est l'ID du document. Dans mon objet personne, j'ai une référence que je vais utiliser. Je dois lui fournir le document JSON lui-même, donc le source. Donc ici, il accepte le tableau de bytes. Okay. Et puis, j'exécute et je récupère le résultat. Je ne vais pas analyser le résultat, mais en fait, voilà, c'est la façon dont ce sera fait. Donc là, avec ces deux lignes, en fait, j'ai serialisé en JSON, j'ai envoyé le JSON à Elasticsearch. Donc en gros, il me faut 2 lignes de code pour envoyer quelque chose à Elasticsearch. Je vais compiler tout ça. Alors, je devrais avoir une petite exception. Alors, voilà, j'ai une petite erreur. Évidemment, quand j'envoie l'information à Elasticsearch, je peux très bien avoir un problème avec Elasticsearch. Donc il faut que je décide d'une stratégie. Je peux très bien dire, bon, ça va être à titre d'illustration ici, qu'est-ce que je fais si j'ai une exception? Bah, je pourrais dire, je vais prendre mon Hibernate service, puis je vais faire en gros un rollback. Je n'ai pas envie que ça soit persisté dans la base, parce que je venais de persister dans la base juste avant. On pourrait imaginer ça. Là, j'ai pas du tout envie de faire ça. Moi, j'ai pas envie de bloquer mes utilisateurs parce que le moteur de recherche n'a pas réussi à indexer. Je veux quand même sauvegarder dans ma base de données quoi qu'il arrive. Donc, je vais juste informer mes utilisateurs qu'on a eu un problème. Et puis, c'est tout. Enfin, mes utilisateurs. Ma prod. Problème. Voilà. Et puis après, ils feront ce qu'ils veulent. Ils repasseront les erreurs. Ils feront ce qu'il faut derrière. OK. Je vous ai parlé tout à l'heure de la méthode delete. Comment on fait pour gérer un delete dans Elasticsearch? Bah, c'est un petit peu pareil. En fait, en même temps que j'efface mon objet dans la base de données relationnelle, je peux prendre mon DAO Elasticsearch, je vais faire une méthode delete aussi. Je vais faire un delete avec la référence, ça me suffira. Voilà, c'est l'ID de mon document. Comment je fais ça? J'implémente. J'ai besoin de prendre mon client Elasticsearch, je fais une opération qui s'appelle delete, je fais une nouvelle opération de delete request, il me demande quel est mon index, personne, quel est mon type, personne, quelle est ma référence ou mon ID, bah, ma référence, j'exécute, c'est fini. Ah, je peux avoir aussi une exception. Je vais faire juste exception comme ça. Hop. Et voilà. Donc pareil, je vais avoir ici un petit try catch à faire. Et puis, bah, comme tout à l'heure, hein, même punition, je vais juste loguer le fait que j'ai pas réussi à déliter, mais bon. Hop, c'est là. Ok. Je vais recompiler. Normalement, on ne devrait pas être mal. Alors, pendant qu'il compile, j'ai ici un Elasticsearch qui est installé. C'est presque la version complètement normale. J'ai juste rajouté un plugin dessus. Donc, pour installer Elasticsearch, vous avez juste à dézipper, fournir une JVM, et puis c'est tout. Et je lance Elasticsearch. Donc là, il démarre. Une fois qu'il démarre, je peux accéder à une console, qui est le plugin que j'ai installé, qui s'appelle Marvel. Donc Marvel va permettre de voir ce qu'il y a dans mon cluster. Qui peut démarrer. Voilà. Que dans mon cluster Elasticsearch, j'ai juste un nœud qui est démarré, et puis j'ai qu'un seul index, un index interne qui fait de la collecte de métriques pour Marvel. Je n'ai pas encore mon index personne. Je vais redémarrer mon application. Oups. Ici. On la redémarre. Et je vais réinjecter maintenant des documents. J'attends qu'elle démarre. Tac. OK. Donc, je vais réinjecter mes 10 000 documents. Donc là, il va à la fois envoyer à la base de données et à la fois envoyer à Elasticsearch, si je n'ai pas fait d'erreur dans mon code. Effectivement, on voit le nombre de documents qui augmente. Non, pas encore. Ici, voilà. Mon index personne est créé. Je vois le nombre de documents qui augmente. Et pendant que je fais ça, je peux aller dans une interface qui s'appelle Sense, où je peux passer des requêtes HTTP sur Elasticsearch. Je peux faire un get person search.
juste ça. Donne-moi tous les documents. Donc j'en ai 6048 indexés jusqu'à présent. Et si je rafraîchis, on voit que mes documents arrivent petit à petit. Ok, tout va bien. Alors pour autant, ma recherche, si je retourne dans mon interface de recherche, j'utilise toujours le moteur de relationnel, là, pour l'instant SQL. Donc il va falloir qu'on migre maintenant la partie recherche. Donc faisons ça. Dans ma méthode search, ici, qu'on avait vu tout à l'heure, en fait, je vais remplacer tout ce bout de code-là pour maintenant utiliser Elasticsearch à la place. Donc pour ça, je vais utiliser chez Elasticsearch quelque chose qui s'appelle les Query Builder. Ici. Donc je vais fabriquer une query. Je vais dire que si dans le champ query, j'ai quelque chose dans ma query, non, si je n'ai rien plutôt, à ce moment-là, je veux renvoyer tous les résultats, tout ce que j'ai. Et ça s'appelle, dans le langage Elasticsearch, une match all query. Donc pour ça, on a des builders aussi pour faire ça. Et je peux faire une match all query. Donc là, ce que va faire Elasticsearch, c'est renvoie-moi tous les résultats. Sinon, si j'ai quelque chose, eh ben, je veux chercher précisément un terme. Donc pour ça, je vais utiliser un autre type de query qui s'appelle une simple query string query. Heureusement qu'il y a de l'autocomplétion. Hein. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche le terme Q. Et où est-ce que je cherche ce terme? Dans quel champ? Je vais chercher ça dans le champ qui s'appelle name. Ou je vais chercher ça dans le champ, par exemple, tiens, on va rajouter le sexe de la personne, gender, ou dans le champ adresse.country ou adresse.city, qui sont les champs qui appartiennent au document JSON, en fait. Que fais-je avec cette query? Eh bien, je vais prendre mon DAO, je vais faire une méthode qui s'appelle search, qui va recevoir cette query en paramètres, et puis je vais lui passer les paramètres de pagination pour vous montrer que la gestion de la pagination, c'est super simple. Même si je ne l'expose pas au niveau de l'interface. Donc je crée cette méthode. Comment je fais dans Elasticsearch? Je prends mon client, je vais faire une opération de search. Là, je vais faire un prepare search. J'utilise ça, c'est assez facile à utiliser. Dans quel index je cherche? Le nom de mon index, c'est personne. Éventuellement, je peux restreindre à certains types. Donc je vais dire, je cherche que pour les types personnes. Bon, là, je ne suis pas obligé de le faire. Hein. Quelle est ma query? C'est celle que je viens de recevoir en paramètres. Ok. J'ai dit que je gérais la pagination. Vous avez vu, c'est simple. From size. Donc il le gère tout seul très bien. J'exécute ça et je récupère le résultat. Ça me donne un objet que je vais appeler response. Et puis cet objet response, je vais le renvoyer. Ok. Donc mon objet, ma méthode me renvoie un objet response. Il se trouve qu'on sait chez Elasticsearch le serialiser en JSON directement, donc je peux faire un return response.toString. Et ça me renvoie un document JSON, et ça tombe bien, c'est ce qu'attend mon application AngularJS. Donc ça, c'est pas mal. Je vais faire la même chose pour la recherche avancée. Et je vais coder super vite. Donc je vais virer tout ça. Vous allez voir comme je suis rapide. Waouh, je code vite. Hein. Donc pareil, même principe, je fabrique une query, et je dis que si j'ai quelque chose dans le champ name, ou dans le champ country, ou dans le champ city, si je n'ai rien dans ces champs-là, je fais un match all. Sinon, si j'ai quelque chose dans le champ name, je vais faire une requête booléenne. La requête booléenne doit satisfaire tous les critères que je vais passer dans des clauses qui s'appellent must ici. Donc si j'ai quelque chose dans name, ça doit satisfaire cette requête qui est je cherche dans le champ name ce que l'utilisateur m'aura passé. Et si j'ai une autre clause must, c'est pareil pour le champ country, pareil pour le champ city. Et je renvoie le résultat à l'utilisateur. Alors on redémarre.
Donc là, je n'ai pas besoin de réinjecter parce que Elasticsearch, il a déjà les données présentes. Donc on va voir ce que ça donne. Ok, démarrer. Donc maintenant, je suis dans Elasticsearch. Donc quand je cherche, je fais un match all. Voilà, ça va plus vite, c'est quand même 4 millisecondes maintenant au lieu de un petit peu plus long, mais qu'importe. Et si je cherche quelque chose... Ah, Joe, ça marche pas. Vous avez vu, on n'a pas le même comportement que tout à l'heure. Joe en entier fonctionne, par contre. Okay. On va falloir qu'on fixe ça. Mais ça marche. Ça marche plus ou moins, pas exactement comme tout à l'heure, mais ça commence à fonctionner. Dans la recherche avancée, c'est pareil. Hein. Joe marche pas, mais JOE marche. Si je fais Joe ou ça en France, ça marche. Ah, Paris, ça marche. Okay. Bon, on n'est pas exactement isofonctionnel pour l'instant, mais on s'approche en tout cas du but. Alors, avant de fixer le problème, je vais vous parler d'abord d'autre chose. Une façon plus efficace pour insérer de la donnée. Ici, pour l'instant, j'insère des documents un par un dans Elasticsearch. En gros, à chaque fois, je fais un appel à Elasticsearch un par un. Et c'est très peu performant lorsque vous allez faire de l'injection massive dans Elasticsearch. On a une autre façon de faire, et je vous encourage à utiliser. Et pour ça, on a besoin de ce qu'on appelle un bulk processor qui est fourni par Elasticsearch. Donc c'est quelque chose comme ça. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, de ça. Il va me falloir aussi un logger. Il me faut un petit logger. Ok. Et puis il faut que évidemment, je le rajoute celui-là aussi. Ok. Alors, que je vous explique un petit peu ce que ça fait, ce truc-là. Le bulk processor, c'est une sorte de mode batch, en fait. Je vais rajouter des requêtes dans mon bulk, et mon bulk, il va s'exécuter, il va envoyer par un flow complet d'opérations à Elasticsearch en une seule requête. Il va le faire ici, toutes les 10 000 requêtes. Dès que mon bulk atteint 10 000, paf, il flush vers Elasticsearch. Ou, si jamais il n'a même pas 10 000 requêtes, toutes les 5 secondes, quoi qu'il arrive, il flush s'il y a du contenu. S'il n'y a rien, il ne va rien faire, mais évidemment. Mais s'il y a du contenu, il va flusher. Donc même s'il n'y a qu'un seul document, toutes les 5 secondes, ça va être flushé vers Elasticsearch. Donc j'ai juste à fournir un client, puis j'ai quelques listeners qui me permettent de dire ou d'afficher quelque chose avant l'opération bulk elle-même, après l'opération bulk, et éventuellement, s'il y a eu une failure de communication avec Elasticsearch, je peux aussi catcher cette information. Alors, quelle modification on doit faire par rapport à notre code ici ? En fait, c'est simple. Mon opération d'indexation, j'ai juste à l'ajouter au bulk. Je fais bulkprocessor.add. J'ajoute cette opération d'indexation. Et du coup, je n'ai pas à l'exécuter et à attendre le résultat. Et pareil pour l'opération de delete, c'est exactement le même principe. Je dis j'ajoute cette opération de delete à mon bulk processor, et puis tous les 10 000 ou toutes les 5 secondes, il exécutera ce qui est à l'intérieur. Ok. Je vais regarder mon problème du Joe, là. Je commençais à taper JO, ça ne fonctionnait pas comme tout à l'heure. Alors à quoi est-ce dû ? C'est dû à quelque chose dans Elasticsearch qu'on appelle le mapping. En fait, Elasticsearch, il autogénère dynamiquement un mapping pour vous. Il autodétermine quels sont les types des attributs sur lesquels vous travaillez et quels sont les analyseurs de texte à appliquer pour les indexer. Je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail des analyseurs de texte, mais bon, ceux qui ont déjà fait du moteur de recherche savent que ça existe. Donc ici, il a fait un truc par défaut. Par exemple, le champ country, il l'a indexé avec un analyseur très classique. Et cet analyseur très classique, en fait, va simplement dire moi, j'ai besoin de la chaîne complète pour comparer et pour trouver l'information que je cherche. Et c'est pas ce qu'on veut faire. Nous, on voudrait fournir à Elasticsearch notre propre mapping et lui forcer la main. Ce que je vous recommande de faire, d'ailleurs. Les coordonnées géographiques, en passant, vous avez vu, il a autodéterminé pour lui que c'était juste des doubles latitude et longitude. Et ça n'a aucun rapport avec ce qu'on appelle un geopoint dans Elasticsearch, qui est vraiment un objet coordonné géographique sur lequel on peut faire ensuite des requêtes cartographiques. Donc bref, il faut forcer la main à Elasticsearch. Comment on va faire ça ? Je vais utiliser un projet que j'ai développé moi-même, open source, qui s'appelle Beyonder. Alors Beyonder, il permet de faire
de passer automatiquement par convention des mappings s'ils sont présents dans le ClassPass et des settings à Elasticsearch lorsque Elasticsearch démarre et qu'un index n'existe pas. Alors, par convention, on va chercher dans le répertoire, dans le ClassPass, et on va chercher s'il existe un répertoire qui s'appelle Elasticsearch. Si dans ce répertoire Elasticsearch, j'ai un autre répertoire qui correspond au nom de l'index, ici c'est personne, et que dans ce répertoire-là, j'ai un fichier qui porte le nom du type .json, à ce moment-là, je considère que ça va être le mapping que je veux demander à Elasticsearch de créer. Donc là, j'ai défini moi-même un mapping. Je zoome un petit peu. Ce mapping dit, je vais faire un disable du champ underscore all. Pour ceux qui savent, c'est une bonne pratique en prod, vous n'avez pas besoin de ça. C'est une sorte de champ fourre-tout. Et pour mon champ de tout à l'heure qui s'appelle city, je lui dis, c'est toujours une chaîne de caractères, tu l'indexes de façon, comme on a vu tout à l'heure, tu ne changes rien à ça. Par contre, lors de la phase d'indexation, tu vas copier son contenu dans un champ qui va s'appeler full text, qui est un champ que j'ai défini un petit peu plus haut ici. Et lors de la phase d'indexation, ce même champ city, en fait, tu vas générer à la volée un autre champ qui va s'appeler city.autocomplete, qui va utiliser un autre analyseur de texte lors de la phase d'indexation et lors de la phase de recherche. Donc, en utilisant ces analyseurs, en fait, je vais permettre de faire cette espèce de complétion que j'avais tout à l'heure, ce like %, mais de façon beaucoup plus efficace qu'utiliser une wildcard query, qu'il ne faut surtout pas utiliser dans Elasticsearch. Mon champ full text, c'est pareil. Je l'ai défini avec le même analyseur ici pour la phase d'indexation et la phase de recherche. Alors, ces analyseurs, il faut les définir, et pour les définir, Beyonder, il se dit, si j'ai un fichier qui s'appelle underscore settings.json, lorsque tu vas créer l'index, je vais utiliser ce que tu me donnes comme paramètre. Donc on peut changer le nombre de partitions, par exemple, de l'index, tout un tas de paramètres techniques, et ici aussi fournir des analyseurs. Donc mon ngram analyzer dont j'ai parlé, qui va me servir à faire de l'autocomplétion, en fait, il utilise ce qu'on appelle un edge ngram, mais j'ai pas le temps de rentrer dans les détails, qui va découper ma chaîne de caractères en sous-chaînes, de façon à faire ce que je voulais que ça fasse. Ok. Alors, il ne me reste plus qu'à démarrer vraiment Beyonder maintenant. Donc, ce que je vais faire, c'est que une fois que j'ai mon client ici, Elasticsearch, je vais faire appel au projet Beyonder. Donc, pour ça, j'ai une classe qui s'appelle Elasticsearch Beyonder. Je fais un start sur mon client. Puis je fais un try catch, et puis éventuellement je code en disant attention, j'ai eu un problème, mais là j'ai pas besoin de le faire. Alors avant de redémarrer et de réindexer des documents, en fait je vais effacer mon index personne. Voilà, j'ai plus de données, ce qui va me permettre à Beyonder de prendre le relais. Je redémarre mon appli. Alors je me mets en mode debug maintenant parce qu'on va faire des trucs un peu plus à chaud, ça sera plus rigolo. Il est parti, on devrait voir dans les logs un truc genre rock'n'roll. Voilà. Donc Beyonder a bien fait un truc, il a dit c'est bon, moi j'ai trouvé des choses, et normalement il m'a bien appliqué mon mapping et il m'a créé mon index. On va voir si c'est vrai. Effectivement, on voit que maintenant mon mapping est différent de celui qui avait été autogénéré par Elasticsearch. Donc je vais pouvoir réinjecter mes 10 000 documents. Donc ils vont être injectés. Je vais retourner sur le search. Voilà. Donc mes documents arrivent. Alors pour l'instant, ça ne change rien. Je cherche toujours dans mon champ ou dans mes champs name de tout à l'heure. Je ne cherche pas encore dans name.autocomplete. Donc je n'ai pas changé encore le fonctionnement. Donc pour changer le fonctionnement, dans ma couche personne service, au lieu d'aller chercher dans name, gender, address.country, address.city, en fait je vais aller chercher dans mon champ qui s'appelle, je vais le mettre là, full text. Vous vous rappelez, c'est ce champ qui est généré à la volée. Puis je vais même dire autre chose. On a un moteur de recherche et la notion de pertinence existe. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Je
vais dire, si jamais tu trouves ce que tu cherches dans le champ name, je veux booster le résultat. Ça a plus de poids que moi. Par exemple, si j'ai le mot France comme dans le nom et le mot France dans le pays, en fait, je veux que les gens dont c'est le nom, ils apparaissent en haut de la liste. C'est plus pertinent. Donc, je vais booster le résultat. Je vais dire, allez, je vais le booster par un facteur 3, ce que tu cherches. OK. Je recompile. Et maintenant, si je cherche Joe, c'est mieux. Ok, j'ai bien mon autocomplétion. Je cherche dans mon champ autocomplete qui, lui, m'apporte bien la fonctionnalité que je voulais. Si je cherche France, alors je ne sais pas si j'en ai, mais vous voyez, FRAN, Franklin, bon, il se trouve qu'il est aussi en France. Mais il apparaît devant. J'ai pas de France, dommage. Tant pis pour cet exemple. Pour la recherche avancée, j'ai toujours pas corrigé mon problème. Ok, mais j'ai mes fameux champs autocomplete dont on a parlé tout à l'heure. Donc si au lieu de chercher dans name, maintenant je cherche dans name.autocomplete, c'est le nom que je lui ai donné. Pareil pour country, pareil pour city. Je recompile. Une fois qu'il a fini, si je cherche dans Joe, ça y est. Donc j'ai retrouvé les fonctionnalités que je cherchais tout à l'heure. Je suis maintenant iso-fonctionnel avec ce que j'avais. Alors souvent j'ai la question pendant les conférences qui est quand tu indexes en même temps que tu envoies dans la base de données, tu vas ralentir la base de données relationnelle. Donc ce que je vais vous montrer, c'est qu'en fait, on ne ralentit pas vraiment l'insertion dans la base de données relationnelle. Alors comment je vais vous montrer ça ? Je vais simplement, en fait, dans la classe service, je vais virer l'insertion dans la base de données relationnelle. Donc je vais dégager tout ça, je vais mettre ça en commentaire. Je vais juste insérer dans Elasticsearch. OK. Et puis là, je retourne mon objet personne. Donc là, je ne fais que envoyer vers Elasticsearch maintenant. Donc, si je reprends mon initialisation, je réinitialise mes 10 000 documents, boum, c'est fait. Vous voyez, c'était un petit peu plus rapide que dans la base de données relationnelle. Donc je vais en faire 1 million parce que ça va être plus rigolo. Donc j'en envoie 1 million dans Elasticsearch et on va voir maintenant quel est l'effet typiquement sur Marvel. Alors déjà, Marvel, il continue à fonctionner. Vous allez voir que mes documents arrivent. Ils arrivent assez vite. Vous voyez, par paquet de 10 000, ça vient. Autrement dit, ce n'est pas ça qui va vous ralentir votre base de données relationnelle. En tout cas, votre processus métier. Et si je regarde sur les 5 dernières ou les 15 dernières minutes, vous voyez là, c'était quand je faisais de l'insertion dans la base de données avec la base de données relationnelle connectée. Je faisais à peu près du 200 documents par seconde. Là, je devrais être plus élevé que ça. Là, c'est quand même très faible. Je ne sais pas pourquoi je suis aussi faible. J'ai eu un petit... voilà, ça va mieux. Je devrais être aux alentours entre 8 et 10 000 ou 12 000 documents par seconde. C'est à peu près la vitesse à laquelle je suis censé envoyer dans Elasticsearch, en tout cas sur le laptop. Ok, donc pendant que ça fonctionne, alors oui, un truc cool, c'est que pendant que vous faites ça, pendant que vous indexez massivement dans Elasticsearch, vous pouvez continuer à chercher là-dedans. C'est fait pour ça, ça reste rapide, c'est complètement normal et naturel que ça aille vite. C'est un moteur de recherche. Alors on va faire mieux. On va essayer de comprendre notre dataset. On a avec nous la possibilité de faire des agrégations et tirer des enseignements du résultat qu'on va obtenir d'Elasticsearch. Donc pour faire ça, je vais faire ici ce qu'on appelle donc des agrégations. Je vais faire un premier niveau d'agrégation qui est, en gros, fais-moi un group by count ordonné par les valeurs les plus fortes sur le champ address.country. Donc ce que je veux, c'est avoir le top 10 de mes individus triés par pays. Ça, c'est ce que je fais ici, c'est une terms agrégation sur le champ address.country. Puis je dis, je vais en faire une autre. Je veux aussi faire un histogramme de date par année sur le champ date de naissance. Je veux que tu me fabriques un bucket par année. L'intervalle que j'ai choisi, c'est year ici. Et tu me comptes le nombre de documents qu'il y a par année. Si je compile ça. Alors, au niveau interface, j'avais déjà fait le boulot. C'était caché, mais j'avais déjà fait le boulot. Si je recompile, en fait, on voit maintenant ma répartition de mes individus par pays ou par année. Côté interface, j'ai mis par dizaine d'années. Et donc, je peux chercher là-dedans. Si je veux voir mes Joe, voici mes Joe repartis par pays ou par année.
Okay. Tiens, au fait, j'ai fini mon million de documents, ça y est, c'est indexé. Imaginons maintenant que mon utilisateur il dit bon bah, c'est bien ce que tu m'as fait ici mais j'ai envie de filtrer. Je veux cliquer ici et je veux que ça me rajoute un filtre sur ma recherche pour pouvoir naviguer dans les résultats. Ce qu'on appelle la navigation par facette typiquement. Comment je fais ça? Ben, dans ma classe service ici, j'avais déjà prévu le coup que j'allais peut-être recevoir un filtre sur le champ pays ou un filtre sur le champ date. Et donc, comment je peux faire pour rajouter ces filtres maintenant dans Elasticsearch? Je vais en fait dire, ici, je vais dire si jamais mon utilisateur il a choisi un filtre pour pays ou un filtre pour date, à ce moment-là, tu vas me créer ce qu'on appelle un filtre de type AND. S'il y a quelque chose dans country, eh ben, tu vas me filtrer mon résultat sur le champ adresse.country et je vais uniquement voir les individus qui sont dans le pays en question. Et s'il y a une date qui est donnée, à ce moment-là, je vais faire la date plus 10 ans pour filtrer la décade en fait. Et je vais faire ce qu'on appelle un range filter sur le champ date de naissance depuis la date de début jusqu'à la date plus 10 ans. C'est ce que je fais ici. Et si j'ai des filtres, je vais wrapper ma requête initiale, qui était soit mon match all, soit ce que l'utilisateur cherchait, avec mon filtre et. Donc là, c'est ce que je fais. Je fais ça. Voilà, c'est fait. Donc du coup, si je clique sur France maintenant, je ne vois que les individus en France ou que les individus nés dans les années 1950 et qui sont des Joe. Ok ? Donc navigation par facette, c'est des trucs qu'on a souvent sur les sites marchands, typiquement, c'est ce que vous trouvez. Allez, une petite dernière pour la route, il me reste 5 minutes, donc je dois avoir le temps de le faire. On peut aller un petit peu plus loin. Dans les agrégations, je vais remplacer la première agrégation par une autre qui va faire un truc encore plus avancé. Je fais un premier niveau d'agrégation qui est la répartition par pays. Puis après, pour chacun des pays, je veux avoir la répartition tous les 10 ans par pays. Et pour chaque période de 10 ans, je veux calculer le nombre moyen d'enfants qu'il y a à cette période-là. Okay. Donc ça, c'est ce que je veux faire. Il faut que je change un tout petit peu l'interface, si j'arrive à accéder à mon bouton. C'est ici. Voilà. Je recompile, je redéploie. Si je rafraîchis mon interface, voilà, j'ai maintenant un petit bouton Compute qui est apparu. En fait, là, ce que vous voyez, c'est le résultat de mon agrégation. Première fois, je distribue par pays, puis ensuite, je distribue par à peu près tous les 10 ans, là, et j'ai le nombre moyen d'enfants qui est calculé pour chacune des périodes. Donc là, c'est ce que vous voyez avec mon résultat dessous. Et pareil, si je cherche là-dedans, voici mes Joe, je sais les répartir par pays, le nombre moyen d'enfants qu'ils ont par année, patati patata. Ok ? Quelques mots pour vous parler du côté synchrone et asynchrone. Jusqu'à présent, on a envoyé nos données dans Elasticsearch de façon synchrone. Et potentiellement, vous pouvez vous dire, finalement, j'aimerais peut-être décorréler en fait, et ne pas donner tant d'adhérence que ça à Elasticsearch. Une bonne pratique, c'est d'utiliser des brokers. Donc vous pouvez envoyer vos bins, au lieu de les envoyer vers Elasticsearch, vous les envoyez vers un broker. Le broker, ensuite, vous allez vous abonner et puis dans votre application, vous allez relire ce qu'il y a dans cette queue de messagerie. Et puis s'il y a quelque chose, vous allez l'envoyer en utilisant le même code qu'on a fait tout à l'heure vers Elasticsearch. Vous pouvez utiliser Redis, Kafka, RabbitMQ, qu'importe le broker. Encore mieux, vous pouvez utiliser Logstash. Donc Logstash, c'est un projet qu'on développe chez Elasticsearch, chez Elastic aussi, c'est un projet en licence Apache 2 aussi. Et qui va vous permettre de simplement lire le broker plutôt que de vous-même écrire ce bout de code là. Vous lisez le broker et hop, vous balancez ça dans Elasticsearch tranquillement. Et si vous avez besoin de scaler Logstash, c'est simple, vous mettez plusieurs instances de Logstash et vous balancez ça dans Elasticsearch et ça marchera très bien. Alors Star Wars sort bientôt, ça tombe bien. Donc n'ayez pas peur du côté obscur, surtout.
Si vous avez des données dans votre entreprise, insérez-les dans un Elasticsearch comme ça, essayez de jouer avec, et puis essayez de bâtir des choses au-dessus de tout ça. Notamment, on a un projet qui s'appelle Kibana. Kibana, c'est aussi un projet sous licence Apache 2 qui vous permet de créer des visualisations dynamiquement sur les données qu'il y a dans votre cluster Elasticsearch. Ben voilà, vous mettez vos données dedans et vous commencez à jouer avec et à explorer les données. Tout ça, ça se sert des agrégations que j'ai montrées tout à l'heure et ça vous permet de faire tout ça. Voilà, il me reste 1 minute, c'est tout. Donc merci de votre attention. Et puis si vous avez des questions, je serai juste dans toute la journée, je serai là. Et voilà, n'hésitez pas à me contacter et découvrir nos offres de support aussi, parce qu'il faut bien qu'on vive. Voilà, c'est ça. Merci.